Covid-19 va-t-elle résister à Noël 20? La fin d'année 2020 sera-t-elle confinée? À moins de 40 jours de 2021, voilà les deux principales questions, mesdames, messieurs. Bonjour et merci de nous écouter tous les dimanches avec nos invités. Le 2-12, c'est 1h30 d'émission avec des apports diversifiés des auditeurs à partir de la 45e minute. À la 90e minute, nous nous donnons rendez-vous pour une prochaine édition. C'est que les footballeurs togolais ont réussi à réaliser ce mardi à Lomé. Après 90 minutes de jeu, ils se sont donné rendez-vous pour la prochaine journée des éliminatoires de la CAN. Malheureusement, cette prochaine journée va juste compter pour du beurre puisque les éperviers ont été éliminés faute à une équipe d'Égypte victorieuse au Caire et à Lomé. À Lomé, justement, les supporters ont violemment manifesté leur colère. C'est vrai qu'on n'a pas entendu de bruit. Ces manifestations de colère ont respecté les mesures barrières puisqu'elles ont pris quartier sur les réseaux, loin de Kégué, jadis une citadelle imprenable. Kégué ne fait visiblement plus peur. Si c'est vrai pour le stade, il n'en est pas de même pour le centre hospitalier régional. Le CHR demeure un centre redouté pour les populations. Mais comment comprendre alors que plusieurs habitants de Lomé continuent de vivre dans le déni vis-à-vis d'une maladie qui continue au mieux d'infecter et au plus de tuer? 2020 continue de doper les rubriques de nécrologie. Samedi, l'ancien ministre Seimenen est rappelé par son créateur. Il y a quelques jours, c'était le député et ancien ministre André Johnson qui a tourné le dos à ses anciens collègues. Vendredi, ces derniers ont tenu à lui rendre hommage. Tranquillement et sans bruit, comme Alessandre Pop dans sa lettre à John Gay dira la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Digori Tchegan a loué le parcours de cet homme qui a marqué son temps par ses qualités humaines et son engagement pour l'État qu'il a servi. En vérité, le monde n'a jamais autant rendu hommage à ses illustres fils que cette année a décidé de broyer. De l'autre côté de la frontière, la mémoire de l'ancien président John Jerry Rawlings se fait encore plus pressante. Plusieurs jours après sa disparition, le nom de l'ancien président continue de partager le quotidien des Ghanéens. Ce nom continue de résonner aussi au Togo. Qui est John Jerry Rawlings? Voilà, une question qu'on peut par exemple poser aux candidats au CEPD de cette année. Et pour mieux accompagner les parents et les élèves des classes d'examen au Togo, les autorités ont décidé cette semaine de la suppression des frais de participation aux épreuves. C'est sans aucun doute avec satisfaction que cette annonce est accueillie dans les foyers du Togo. Comme parfois, les bonnes nouvelles se décident à aller bras dessus, bras dessous. Les sociétés de téléphonie ont été épinglées au profit des consommateurs. Au téléphone, les utilisateurs togolais vont-ils enfin prendre tout le temps à communiquer? Les habitudes à raccourcir le temps vont perdurer. Nos invités du jour sont du parti Bâti, Johannes Kodjo Flavien Toviave, secrétaire général du parti et conseiller Golf 1, et Yao Fiak, à tout député à l'Assemblée nationale et secrétaire général adjoint de Bâtir. Le D12, c'est 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Romaric Freitas, c'est à la mise en onde technique. Chers invités, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Comment vous allez ce dimanche? Ben, je vais bien et je pense que Laurent Fiac aussi va bien. Bonjour Pierrot, je vais bien. Vous, visiblement, vous revenez de la messe où, je ne sais pas, quand je vous vois habillé en tissu, je sens que c'est l'église, hein? Oui, traditionnel, vous voulez dire. C'est l'église? Oui, c'est l'église. C'est l'église. C'est la méditation, l'âme du Togo. La prière pour le Togo. L'âme du Togo. C'est quoi l'âme du Togo? L'âme du Togo, c'est, je dirais, vous savez, si on va un peu dans les Écritures, on a Adam qui a été, je dirais, selon la mythologie, cet homme que Dieu a fait, et Dieu était en communion parfaite avec lui avant qu'il ne soit dans la disgrâce, si on veut dire. Et donc depuis, l'homme a perdu ce contact direct avec le divin. Et l'homme, on dirait qu'aujourd'hui, l'homme a deux mouvements en lui. Le mouvement du ciel et le mouvement de la terre. En fait, nous vous inviterons pour une prochaine émission consacrée. Parce que ce développement-là est... Non, j'allais chuter sur le Togo. J'allais chuter sur le Togo. Pour chuter sur le Togo aussi
a une âme. Et l'âme de grâce du Togo, il faut que cette âme-là parle aujourd'hui. Et donc c'est de cela que je veux parler. Et nous réveillons cette âme-là. Nous prions pour que cette âme-là, de grâce du Togo, se réveille. Voilà. Merci beaucoup pour cette introduction. J'espère qu'à la fin de l'émission également, nous vous donnerons la parole pour prier parce que c'est pas un temps difficile où chaque jour dans ce studio, nous parlons de mort également et nous prierons sans doute pour le Togo et les autorités. Et Fiakratou, vous étiez à l'église aussi? J'étais à la maison, moi, et en pleine introspection et réfléchir un peu sur tout ce qui mais vous n'êtes pas, trop église. Ça ne veut pas dire que j'étais pas en communion avec Dieu. J'ai prié chez moi tranquillement et prié pour le Togo. Bien, merci. Quelles sont les prières aujourd'hui qu'on peut adresser à Dieu pour ce qui concerne le Togo? C'est de prier pour que aujourd'hui les choses, pour que Dieu puisse donner de l'inspiration au peuple togolais, le montrer la bonne voie, de prier pour que les affaires marchent, pour que chaque Togolais puisse arriver à avoir le minimum possible, pour avoir le sourire aux lèvres, et de prier pour le pardon des péchés, de prier pour que l'amour puisse régner entre les fils et filles de ce pays. C'est de prier pour que Dieu puisse nous donner le discernement. Et aussi le pain quotidien. Absolument. Parce que ça c'est très important. Très important. Il y a cette question d'un auditeur, en fait, c'est pas dans les habitudes, mais il dit c'est quoi bâtir? C'est quoi bâtir? Bâtir, c'est un parti politique. Et bâtir veut dire tout simplement le bloc alternatif togolais pour une innovation républicaine. Voilà. J'espère que notre ami qui nous regarde quelque part, il s'appelle Chance Boudreau. Je ne sais pas s'il est togolais. C'est son nom qui est affiché. Il a posé cette question sur la dénomination de votre parti politique. Peut-être pour le compléter un peu, Bâtir est devenu officiellement un parti politique depuis le 31 mai 2019. Donc nous venons d'avoir un an depuis notre entrée sur la scène politique togolaise. Un an, vous avez des députés, vous avez également des conseillers, et notamment à la mairie de Golfe 1. Et nous avons donc le secrétaire général qui nous vient de là. Quelles sont les nouvelles de Golfe 1? Golfe 1. Nous avons cette opportunité aujourd'hui d'avoir fait les élections locales. Et aujourd'hui, le Togo est géré par des communes, le pouvoir à la base. Et ça, c'est une bonne chose dans cet grand apprentissage de la démocratie que le Togo aussi a embrassé. La commune du Golfe 1 a cette chance d'avoir à sa direction un exécutif avec à la tête le maire Gomado qui, dès le départ, a été très ouvert. Donc le conseil se passe très très bien dans une ambiance de construction. Et donc je peux dire que à la mairie du Golfe 1, la direction se passe très très bien. Je rappelle que Gomado, il est du parti politique, la ANC. Voilà. Vous êtes de Bati et là-bas également, il y a plusieurs autres formations, notamment UNI, notamment C14. La C14, le CAR et d'autres sensibilités des indépendants, oui, qui sont aussi dans le conseil. Vous entendez bien? On s'entend bien. Et je le dis avec toute franchise que M. Gomalo a beaucoup œuvré pour cela, dès le départ, et ça, il faut le dire. Et ça se passe bien, On sait que votre mairie ou votre commune regroupe dans un quartier, notamment à Bay et à Rigaud, et les quartiers où il est parfois très difficile
de circuler. Mais nous avons appris récemment que les autorités du Togo veulent jeter un regard sur ces quartiers-là et leur redonner une nouvelle vie. Comment vous accueillez cette information-là? C'est une très bonne initiative parce que depuis des années, à entendre même les populations, puisque nous avons sillonné la zone au cours des élections locales, entendre les populations, ce qui se disait est que nous sommes laissés pour compte. On n'est pas pris en compte. Mais aujourd'hui, si le gouvernement met en place un système ou une politique en direction des quartiers défavorisés, et les quartiers de baie aussi en font partie, c'est une très bonne initiative. C'est une très bonne initiative. Ce sentiment-là, c'est vrai qu'il est partagé dans ces quartiers, qui sont des quartiers visiblement délaissés. Vous habitez où, vous, Fiakratou? Moi, je suis à Vakwasito, à Guanivé 3. Donc, vous n'avez pas les mêmes difficultés, vous n'avez pas les mêmes problèmes. À Guanivé 3, Vakwasito fait partie également de ces anciens quartiers de Lomé qui ont cette vieille image et qui nécessitent d'avoir une nouvelle image. Et je profite également pour saluer cette initiative, pour ne pas dire cette volonté du gouvernement à redonner vie à ces anciens quartiers-là, afin qu'on puisse avoir une nouvelle image de notre capitale de façon générale. On peut dire qu'il n'est jamais trop tard de bien faire, mais quand on fait un regard, ou on jette un regard rétrospectif sur la gouvernance Faure Gnassingbé, ça fait 15 ans quand même qu'il est là. Et on a vu que des travaux ont été faits dans un certain nombre de quartiers, et les quartiers qui sont voisins à là où nous émettons, à Balepédo, à Guanivé, même quand vous évoquez Vakwasito n'est pas aussi vieux que ça. Mais à un moment donné, on a eu l'impression que c'est de la discrimination. Bon, on peut avoir l'impression. C'est vrai que, comme vous dites, il n'est jamais trop tard de bien faire. Mais si aujourd'hui on veut bien faire, je pense que la dynamique voudra qu'on soutienne cette volonté affichée et que bâtir aussi à prôner, hein, bâtir à appeler à ce que ces zones de l'ancien Lomé soient traitées, soient regardées, qu'un certain dynamisme rentre dans ces quartiers-là. Donc je pense que tout ça est le bienvenu. Nous n'allons pas rester à voir ce qui n'a pas été fait les 15 ans passés. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Je pense que c'est pour ça que bâtir est rentré dans l'arène politique. Chez vous, qu'est-ce que vous voulez, par exemple? Dans ces vieux quartiers? Oui. Quand on prend Baie, le problème principal de Baie, c'est un problème d'assainissement. C'est un problème criard. Et l'assainissement, et après, il y a d'autres problèmes liés directement à la vieillesse de ces quartiers, aux infrastructures qui sont là aussi, c'est des infrastructures qui ne sont pas d'aujourd'hui. Et tout ça, il faut les remettre à jour. Il faut les remettre à jour. Donc c'est essentiellement ce que Baie a besoin. Baie, par exemple, il y a d'autres problématiques dans d'autres zones qui doivent être regardées, travaillées, et des lignes de conduite doivent être prises pour bien prendre en compte ces zones-là et les moderniser. Voilà. Même quand vous visitez certains de ces quartiers, vous allez voir que il n'y a pas un schéma directeur. Donc aujourd'hui, avec la nouvelle direction que le gouvernement veut prendre, je crois que nous allons tendre vers le respect d'un certain schéma directeur de ces quartiers-là, pour que ça soit beaucoup plus viable, afin que les populations soient beaucoup plus contentes. Et il faut retracer les voies. Par exemple, il y a des immeubles que vous voyez qui ne répondent plus vraiment au nombre de sécurité. Donc il faut revoir tout ça. Là, vous allez voir des écoles qui ne sont plus vraiment, des bâtiments d'école qui ne sont plus vraiment adaptés aux réalités d'aujourd'hui. Donc il faut refaire tout ça. Donc je crois que
C'est tous ces soucis-là, c'est pour répondre à ces soucis-là que le gouvernement a pris la décision d'en faire une politique aujourd'hui. Nous restons toujours dans les communes, puisque ça fait un peu plus de 2 mois, 1 mois et demi bientôt que vous êtes élu, soit conseiller ou maire dans ces différentes communes. Vous, par exemple, vous êtes député. Quel est le regard que vous portez sur la gestion qui est faite de ces différentes entités? Merci. Je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons amorcé la décentralisation. Nous sommes rentrés de plein pied là-dedans. Il est vrai qu'au début, il y a eu beaucoup de flottements, il y a eu beaucoup de tâtonnements avec assez de difficultés. Il fallait trouver des bâtiments pour ériger les sièges des mairies. Il faut que les maires s'imprègnent vraiment des tests sur la décentralisation. Donc tout ça, la maîtrise, la possession de ces tests-là ont pris assez du temps. Mais aujourd'hui, je crois que avec les quelques séminaires et les formations que le gouvernement et les partenaires techniques ne cessent de leur donner, aujourd'hui, ils sont plus ou moins aguerris. Et cela fait que l'administration est beaucoup plus rapprochée des administrés et il y a eu une certaine facilité dans les formalités administratives. Aujourd'hui, vous voulez faire une légalisation, vous allez dans une mairie, c'est séance tenante, vous remettez votre document, vous attendez en même temps pour retirer ça. Donc ça facilitait beaucoup de choses qui traînaient de par le passé. Mais ce n'est pas encore totalement bien, mais nous sommes en train, je crois que le gouvernement fait assez d'efforts. Les mairies n'ont pas de moyens, mais le gouvernement essaie d'apporter le minimum. Donc je crois que petit à petit, l'oiseau fera son nid. Donc nous allons inviter peut-être les élus locaux, les exécutifs avec leurs employés à être au service des populations, à les écouter, à savoir vraiment quels sont leurs besoins et de les matérialiser en projet afin que ces populations-là puissent ressentir vraiment les retombées de cette décentralisation-là. La question des rapports entre vous au niveau des communes et les autorités qui sont là, au niveau, par exemple, du ministère de l'Administration, ou eux aussi dans les foyers, notamment à Blogamé quelque part, à Kodesiwa quelque part. Et quel est l'état de ces rapports? On parle de rapports quelque peu difficiles avec, par exemple, les ministères. Oui, mais nous sommes rentrés dans la décentralisation. Et il faut dire que depuis 32 ans, 33 ans maintenant, c'est un nouvel exercice au Togo. Alors, donc, il y a besoin, et je pense que c'est ce qui a été fait, qu'un certain cadrage accompagne le processus. Et au Togo, je sais que le ministère de tutelle, le ministère de l'administration territoriale, joue sa partition, essaye de cadrer. La loi sur la décentralisation aussi est là, les tests sont clairs, et donc ensemble, ça avance. Le foyer de la ménagère de la commune aussi veut voir les changements, comme Honorable l'a dit tout à l'heure, mais c'est en conjuguant tous les efforts, ce que le gouvernement fait, avec le peu de moyens que les mairies ont, les besoins des populations, tout ça doit être mis en musique et tout ne peut pas être fait en une semaine. Et tout ne se fera pas en un mandat. Et donc je pense que comme les mairies un peu partout sont en train de mettre en place le plan de développement communal, les choses se feront selon les moyens des communes, les infrastructures se feront et avec l'appui du gouvernement qui a affiché sa volonté d'accompagner les communes, les vieux quartiers, je pense que toutes ces énergies cumulées feront que nous allons sortir un peu plus dans la lumière tous les jours pour arriver à quelque chose de plus potable. Est-ce que ce sont les difficultés du début qui peuvent expliquer, par exemple, les cacophonies qu'on peut noter en ce qui concerne l'érection des tasses, parce qu'on a noté une sortie du ministre qui rappelle à l'ordre les différentes mairies. Il y a au niveau de chaque mairie des taxes qui sont érigées.
Quand vous prenez le Golfe 5 par exemple, il y a une autre qui est sortie cette semaine pour interdire les rassemblements liés au fait que le coronavirus sévit relativement plus fortement dans cette commune-là. Est-ce que demain on va arriver à une sorte d'harmonisation dans la gestion des différentes communes? Même si on ne va pas avoir une harmonisation totale, quand même relativement une certaine harmonisation pour que les populations ne se sentent pas lésées d'une commune à une autre ou défavorisées d'une commune à une autre. L'harmonisation de la gestion des communes est dans le cadrage de la loi. Ça, c'est une harmonisation. Après, les communes ont leur latitude selon les réalités du territoire et l'exécutif communal peut prendre des décisions. Mais si dans le Golfe 5, on a remarqué que la contamination au coronavirus prend de l'ampleur, je pense que le maire est le premier responsable pour dire ce qu'il peut faire en tant que maire pour protéger ses citoyens. Et cela ne doit pas dire aux habitants du Golfe 5 qu'ils sont défavorisés par rapport aux habitants du Golfe 2 où le maire n'a pas pris de décision. Non, je ne pense pas. Et je pense que le maire a la latitude de prendre des décisions qui vont dans le bien-être de sa population. Et ça, il faut que les populations le comprennent. Il faut que les populations le comprennent. Je crois aussi que ce n'est pas encore aussi alarmant que ça, même si le ministre de tutelle sort une note. Il est dans son rôle régalien, à mon avis. Mais tout ce fait n'est que la résultante des situations financières, économiques différentes des communes. C'est-à-dire, les réalités d'une commune sont différentes de celles d'une autre commune. Surtout, je vais parler de l'appauvrissement. Ça fait que certaines mairies sont là, ils veulent coûte que coûte trouver des moyens pour pouvoir se gérer. Alors, tout est dans la loi. Tout est dans la loi. Et s'il y a écart, il va falloir que l'autorité de tutelle puisse arbitrer. Donc, je crois que la sortie du ministre était une bonne sortie. Il faut, quand ça ne va pas, il faut taper sur la table. Il faut rappeler les gens à l'ordre et tout. Maintenant, si nous revenons à ce qui se passe dans le Golfe 5 avec le maire Abouka, c'est un maire très actif que je salue au passage d'ailleurs. Il est sur le terrain tout le temps. Il est juste soucieux de la vie de ses administrés. Quand il prend certains arrêtés, par exemple, pour interdire les rassemblements, c'est parce que les données que nous avons sur la COVID-19 montrent clairement que dans le Golfe 5, il y a assez de contamination. Et il ne souhaite pas que ça perdure. C'est pourquoi il prend ce genre d'initiative. Donc, les populations doivent comprendre cela. Si nous sommes en vie, c'est mieux que de se lâcher, d'aller contracter la maladie. Merci beaucoup, nous avons suffisamment parlé de la vie ou de l'actualité des communes. Nous allons enchaîner avec cette page qui relativement est triste et malheureusement chaque dimanche depuis quelque temps nous en parlons ici parce que chaque semaine, soit au Togo, soit ailleurs, il y a une personnalité qui quitte le monde des vivants. La dernière personnalité, c'est l'ancien ministre, ancien président de la Fédération togolaise de football et ancien vice-président de la Confédération africaine de football. C'est Ibemène qui a quitté donc le monde des vivants. Comment est-ce que vous réagissez à la nouvelle de sa mort, cher Kati? Le Togo vient de perdre une fois encore l'une de ses illustres personnalités. C'est Ibemène, officier supérieur de FAT, c'était général, ancien ministre de l'Intérieur, président de la FTF, je crois, à 2 reprises, et vice-président de la CAF. C'est quelqu'un qui a marqué l'histoire politique du Togo, qui a servi son pays et qui vient de nous quitter hier. Nous saluons sa mémoire et nous nous inclinons. Vraiment, ça fait encore une perte de trop. Et il ne faut pas oublier que le week-end passé, c'était notre collègue
notre cher papa André Johnson qui nous a également quittés. Donc la liste ne cesse de s'allonger. C'est vraiment triste, mais bon, il y a Heidegger qui a dit dès qu'un homme naît, il est assez vieux pour mourir. Donc nul ne vivra éternellement aussi. D'autres partiront, mais d'autres reviendront. Mais est-ce que tout le monde sait ça? Parce que par le comportement de certains sur Terre, on a l'impression que tout le monde ne sait pas ça. C'était dans l'impression comme s'ils sont immortels. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Nul n'est immortel. Nul n'est immortel. La preuve, nous voyons des gens, mais quoique certains peuvent se comporter d'une manière ou d'une autre qui va ressembler à cette situation-là. Je crois qu'ils sont conscients qu'un jour ou l'autre, ils partiront. La preuve, c'est que les gens parlent de la maladie. Non, on ne peut pas dire que il y a certains qui pensent que la mort n'existe pas. Mais en fait, la question c'est que beaucoup ne l'intègrent pas suffisamment dans leur comportement de tous les jours. Quand on les voit, on a l'impression comme eux, ils sont au-dessus de tout. Vous voulez parler des autorités? Non, mais en fait, pas forcément les autorités, que ce soit aussi les autorités, ici ou ailleurs. C'est une question de sagesse. C'est une question de sagesse. Si on a de la hauteur, on sait peser les choses. Et on sait faire des actes, pour poser des actes justes, pour marquer son passage sur terre. C'est une question de hauteur et de sagesse, tout simplement. Quand on évoque CI Memène, dans la mémoire collective des Togolais, il y a quand même cette image qui revient, qui est collée à l'actualité de 1998, quand il avait proclamé les résultats de l'élection après que la présidente Awanana a démissionné. Est-ce que vous avez d'autres souvenirs liés à l'homme? Des souvenirs liés à l'homme? Oui, vous évoquez la proclamation des résultats. Honorable a parlé tout à l'heure de son passage au ministère de l'Intérieur. Je pense qu'il a été longtemps ministre de l'Intérieur. À l'international, il était à la CAF. Et c'est dans le paysage politique togolais, c'est une personne, c'est une personnalité. Et donc, oui, moi, depuis, je ne dirais pas tout petit, à nos âges de raison, le général CI Memène est une personne que j'ai entendu parler, j'ai déjà vu, et donc dans ma conscience... Est-ce que vous l'admirez, vous le détestez? Parce que depuis qu'on a annoncé sa mort, sur les réseaux sociaux notamment, il y a quand même deux camps qui s'affrontent. Il y a ceux qui lui vouent une certaine admiration, et l'admiration due à tout décès ou à toute personne qui quitte le monde des vivants. Mais il y a aussi des gens qui continuent par apporter des critiques assez sévères. Ça ne manquera pas. Nous ne sommes pas des parfaits, mais nous travaillons à notre perfectionnement, où on peut poser des actes qui ne plairont pas à certains, et on posera des actes qui plairont à certains. Et tout homme, celui même qui déteste aujourd'hui le général CI Memène, dans sa vie, il y aura des gens qui le détesteront. Mais si je reviens simplement sur la personnalité même du général CI Memène, sa personnalité politique, mais j'ai dit tout à l'heure que il nous faut beaucoup de sagesse dans notre pays. Il faut qu'on sorte des carcans d'opposition qu'on nous a toujours servi jusqu'à aujourd'hui. Il faut qu'on sorte de ça. Et qu'on pose le bien et le mal, et des deux, trouver la lumière pour avancer. Nous n'allons pas être des juges, des permanents juges, mais soyons des sages. Pas des gens qui se proclament sages, mais des gens qui sont animés de l'esprit de sagesse, pour dépasser des passions et arriver
à des raisons pures qui peuvent nous amener en avant. C'est très important. Pierrot, moi sur ce sujet, je crois que nul ne doit se réjouir de la mort de son prochain. Mais nous sommes en démocratie. Certains peuvent afficher leur plaisir. Bon, ça n'engage que eux. D'autres peuvent exprimer leur compassion par rapport à ce décès-là aussi. Mais comme l'a dit tout à l'heure Flavien, ne soyons pas juges. Nous répondrons individuellement, chacun, de ses actes devant le Dieu suprême. Donc, quoi qu'on dise, l'homme qui aura vécu n'a pas vécu inutilement. Il a certainement peut-être au cours de sa vie choqué certains, mais au même moment, il a fait forcément du bien aussi. Et on ne peut pas peindre la personne tout en noir. Tout en noir. Mais chacun est libre aussi de donner son avis, ses appréciations sur la personne. C'est clair qu'en politique, la disparition de tout acteur fait naître un certain nombre de débats, notamment liés au modèle que la personne a été quand il était sur Terre, et le modèle CIMMN. Est-ce que c'est un modèle que vous adulez ou pas? Quand nous étions la dernière fois chez vous ici, Monsieur Atiboué, je vous ai dit que notre pays a un héritage. Et cet héritage, c'est à nous de le transformer aujourd'hui. La nouvelle génération que nous sommes aujourd'hui, ensemble, c'est à nous de le transformer. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir le général CIMMN comme un modèle, pas plus que lui qu'un autre. C'est mes pères, c'est des Togolais. J'ai vu ce qu'ils ont fait, les uns et les autres, mais qu'est-ce que ce qu'ils ont fait a déposé sur le pays? Et à partir de là, que ce soit lui ou un autre, qu'est-ce que moi, je peux faire aujourd'hui pour que nous allions mieux, pour que nous allions de l'avant par rapport à ce qu'ils ont fait que j'ai vu? C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. J'ai noté, et nous allons continuer malheureusement par parler des hommages, puisque vendredi, vous, au niveau de l'Assemblée nationale, vous avez rendu hommage au désormais ancien député, ancien vice-président de l'Assemblée nationale, André Johnson. Est-ce que c'était une obligation? Oui, c'était une obligation parce que c'est le règlement intérieur de l'Assemblée qui le prévoit pour tout député qui serait mort en cours de son mandat, ou pour les anciens présidents de l'Assemblée nationale. Donc c'est les thèses qui le disposent ainsi de rendre hommage à un député qui est mort en cours de mandat. Et comment ça s'est passé vendredi? Beaucoup d'émotions? C'était une grande émotion, c'était une tristesse sur le visage de tout le monde, que ce soit les membres du gouvernement qui étaient là, la famille, les membres de l'Assemblée nationale, parce que nous venons de perdre un grand. Je l'appelle un grand parce que André Johnson, pour ceux qui le connaissent, avec son visage toujours souriant, c'est quelqu'un qui est très ouvert et qui a le sens du consensus, qui est vraiment rempli d'énergie et qui ne cesse de travailler. Je me rappelle au début de notre mandat, lorsqu'il présidait le bureau d'âge de l'Assemblée nationale, en plein midi, il m'avait appelé parce que je lui avais envoyé un dossier et qu'il ne comprenait pas trop. Donc, il m'avait appelé de passer qu'il est au bureau. J'étais vraiment étonné que
Et à 12 heures dépassées, il était toujours là, alors qu'il était là depuis 7 heures, qu'il était encore là en train de travailler. Et il n'a jamais repoussé quelqu'un, il est là, quels que soient les problèmes. Je ne veux pas parler de tout ce qu'il a fait dans son parti, mais pour le peu que j'ai vu à l'Assemblée, c'est quelqu'un qui est toujours disponible, et un rassembleur qui a toujours su trouver les mots justes pour pouvoir calmer tout le monde quand ça ne va pas. On parle de consensus en réalité. Quelle doit être la définition de ce mot-là sur le plan politique au Togo? Parce que c'est un mot où beaucoup l'emploient et même malheureusement depuis presque 30 ans, on évoque ce consensus sans arriver véritablement à faire bouger le pays. Vous savez, à l'Assemblée nationale, il y a plusieurs courants, il y a plusieurs camps. Et des fois, pour pouvoir voter, pour faire passer un test, il va falloir vraiment expliquer, convaincre les uns et les autres pour qu'on puisse se mettre d'accord sur le test et le faire passer pour le bien du pays. Alors, il peut arriver qu'à un moment donné, il n'y ait pas d'entente. Donc, je crois que pour redéfinir maintenant, ce terme consensus-là, je crois que ça doit être l'expression qui amène deux camps ou plusieurs camps à se mettre d'accord sur l'essentiel. Ce terme-là est une expression qui rassemble, qui amène, qui essaie de ramener les gens à la table de discussion et de trouver un compromis. Oui, mais dites-moi honnêtement au niveau de l'Assemblée nationale, avec la configuration qu'on a là, est-ce que vous avez des difficultés à vous entendre? C'est des gens qui ne sont pas à l'hémicycle, qui ont l'impression qu'il n'y a pas de débat et qu'on n'arrive pas, qu'on ne s'oppose pas. Il arrive sur des tests où vraiment on fait des suspensions de séance pour discuter, faire des discussions de couloir et s'expliquer à longueur de journée. Il faut venir à l'Assemblée pour venir. D'ailleurs, les séances plénières sont ouvertes au public. Donc nous invitons les gens à venir à l'Assemblée. Les gens ont l'impression comme si c'est comme les tests que nous votons, c'est comme une lettre à la poste. Mais ce n'est pas du tout vrai. Mais puisque généralement vous votez très souvent et si nous votons tous à l'unanimité, oui, ça veut dire que nous sommes d'accord et que ce test-là a un atout ou donne quelque chose de positif à notre pays. Mais pas forcément, mais en fait, l'impression qu'on a à l'extérieur, en vous regardant voter à l'unanimité, c'est un peu comme si c'est des amis qui se sont retrouvés là et qui... Pourquoi est-ce que... C'est l'impression. Oui, mais pourquoi est-ce que ça doit donner cette impression? Est-ce que vous sentez que c'est l'impression que ça donne? Oui, je crois que moi, je ne ressens pas. Je ne le reçois pas comme ça. Mais vous lisez les réseaux. J'ai l'impression comme nous avons une culture qui nous impose l'opposition absolue. Alors, nous devons sortir de ça. Cette situation-là a mis notre pays sur place. Nous n'avons pas avancé depuis un bon moment. Pour des trucs qui ne valent même pas la peine, on va s'opposer, des choses qui ne vont rien changer, on va s'opposer, on va continuer par s'opposer. On s'oppose jusqu'à on s'oppose aux personnes, pas aux idées de la personne. Ce n'est pas bien. Donc vous répondez à ceux qui pensent que vous n'êtes qu'une chambre d'enregistrement. L'Assemblée nationale n'est pas une chambre d'enregistrement. Si les gens veulent suivre les débats, je viens de le dire, les séances plénières sont ouvertes au public. Les gens peuvent venir pour suivre les débats. Se passe. Mais oui. Mais vous écoutez l'opinion évoquée. Vous savez. Non, mais vous avez suffisamment expliqué. Je voudrais avoir son avis, puisque vous êtes de la masse. Vous écoutez les Togolais pareil. Oui, l'honorable Achou a parlé longuement à ce sujet. Il ne s'agit pas de s'opposer pour s'opposer, dire que je m'oppose et que je suis opposant et s'opposer à toutes les idées. Non, ce n'est pas bien. À l'Assemblée, quand un test arrive, mais il y a des débats. Avant d'arriver sur un consensus, et c'est sur le consensus qu'on part voter maintenant. Ce n'est pas ce qui arrive, c'est exactement ça qui se vote. Il y a des débats, on enlève, on rajoute, et on arrive sur un consensus. Et c'est ça qui a, je dirais, toujours parfois trop manqué dans les années passées.
et que les gens pensent que c'est comme ça que ça doit aller. Non, 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 pas forcément. On peut être des bords complètement différents et arriver à voter un test pour faire avancer un pays. Vous évoquez en réalité la mort et les hommages qui ont été rendus au député André Johnson au niveau de l'Assemblée nationale. Mais ça apparaît évidemment comme une tragédie, la série de morts que nous avons, au point que certains commencent à redouter les samedis. En réalité, oui, sur les 2 derniers samedis, on a eu peut-être 2 ou un peu plus, puisqu'on a annoncé d'autres décès également sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Bon, je ne crois pas qu'on doit s'alarmer autant. Nous sommes dans une pandémie, dans une période de pandémie. Et il faut vraiment respecter les mesures barrières édictées par les autorités, ça c'est un. Mais à côté de la Covid, il y a d'autres maladies qui emportent les gens chaque jour. Donc, essayons de nous protéger, de nous mettre à l'abri de ces maladies en appliquant les mesures préventives que les autorités nous indiquent. On ne va pas s'affoler parce que les gens meurent. Les gens meurent, certes, ça fait peur, mais protégeons-nous. Si on ne veut pas que cette longue liste de décès continue, quoi. Il y a la mort, mais il y a la vie. Hein? À côté de la mort, il y a la vie. On ne va pas s'affoler. On va pas s'affoler. Justement, il y a ce qu'on ne comprend pas quand on évoque la série de morts que nous avons depuis quelque temps, venant du camp des personnalités, et en temps de pandémie, dans nos rues et nos quartiers, il y a cette image de Togolais de plus en plus réfractaires à respecter les mesures barrières. Comment est-ce que vous comprenez ça? Non, moi, je peux le mettre sur l'actif de la lassitude. Parce que ça fait quand même plusieurs mois que ça dure maintenant. Et je peux le mettre à l'actif de la lassitude. Mais c'est à nous, des responsables, et à chacun dans son milieu, de réveiller les gens aux mesures barrières. Parce que c'est important. Il ne faut pas que la lassitude prenne le dessus sur notre responsabilité. Nous sommes toujours en pleine pandémie. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Et dans nos quartiers, nous devons être les apôtres. Les apôtres chez nos concitoyens pour qu'ils comprennent que la maladie est toujours là et qu'ils doivent se protéger, doivent respecter les mesures barrières. Il y a aussi cette curiosité qu'on constate, notamment dans les rues, les Togolais, c'est à la vue des forces de l'ordre que certains commencent par se mettre à l'ordre. C'est-à-dire que vous avez votre bavette que vous gardez, c'est parce que vous avez vu un agent de force de sécurité devant que vous vous précipitez à la portée. Ça aussi, comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Est-ce que c'est juste parce que les Togolais n'ont peur que des forces de sécurité et qui ne peuvent pas s'autodiscipliner eux-mêmes? Je pense que c'est la réalité de la maladie qui n'est pas saisie par les populations. La réalité de la maladie. Et on ne va pas avoir des gens qui tombent devant nous pour qu'on comprenne que ce qui se dit est vrai. C'est de cela qu'il s'agit. Les gens savent que il y a des règles qui sont édictées, on a des choses à faire, il faut avoir son cash sur soi, pas dans sa poche, mais véritablement utiliser son cash, son masque à son visage. Mais les gens ne sont pas conscients de la réalité de la maladie. Alors pour cela, il faut intensifier la campagne de sensibilisation. Mais ça aussi, la sensibilisation sur les médias, notamment les radios de Lomé, chaque jour, vous êtes sans doute au courant qu'un programme est réalisé sur l'ensemble des radios de Lomé. Chaque jour, on ne comprend pas qu'après autant de campagnes de sensibilisation, certains soient toujours dans le déni.
Monsieur Pierrot, il faut avoir le courage de le dire. Tel que l'a dit Flavien tout à l'heure, les gens ne cernent pas encore vraiment la gravité de cette maladie et la sensibilisation doit continuer obligatoirement. On le fait sur les médias, mais les mairies aussi le font sur le terrain, ils vont dans les marchés, dans les lieux publics. Ça doit obligatoirement continuer. Et c'est une triste réalité, vu que nos concitoyens ne cernent pas vraiment la maladie et que ça fait plusieurs mois que ça dure déjà, que ça ne finit pas, ben, ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Nous les encourageons à porter les masques. Il est vrai, et c'est encore une triste réalité, que nos concitoyens, ils ont plus peur des FDS, des forces de l'ordre, que de la maladie. À cause des bavures que certains éléments incontrôlés d'entre eux ont eu à commettre au début de cette histoire-là. Mais nous ne devons pas avoir peur, nous ne devons pas avoir plus peur des forces de l'ordre que de la maladie. C'est une erreur. Nous invitons vraiment, très solennellement, nos concitoyens à faire bon usage des gestes barrières. Les masques, quand nous les avons sur nous, nous devons les mettre. Non seulement les mettre, mais bien les mettre. Il ne faut pas voir les soldats avant de commencer par chercher les masques. Ce n'est pas du tout bien. Merci beaucoup. Nous venons de passer 45 minutes avec la délégation du parti politique Bâti. Johannes Kodjo Flavien Touviave, secrétaire général du parti conseiller dans Golfe 1. Et puis il y a Ofiakra Atou qui est député à l'Assemblée nationale. Lui, il est le secrétaire général adjoint du même parti politique. Et comme le veut la tradition, à partir de cet instant, nous allons inclure les questions et réactions des auditeurs. Les questions, nous pouvons les recevoir également sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur WhatsApp. Nous avons les deux numéros de la radio, 96 50 34 37 et puis sont de 10 43 09 70. Et nous allons commencer par avoir les auditeurs. Romanique Freitas, c'est ce qu'on a le premier auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Très bien. Oui, votre nom? Pélé? Oui. Allez-y. Ouais, bonjour, mes invités. Bonjour, monsieur Pelé. Bonjour, monsieur Pelé. Bon, je pense que créer un parti politique, c'est de conserver le pouvoir, aller au pouvoir. Mais je pense que le parti a été créé comme une association et devenu un parti politique et automatiquement soutenir le parti au pouvoir. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut se poser la question de savoir si nous aurons en 2025 un candidat du parti Bâti en 2025. Ça, c'est ça canne pas faire. Bon, concernant à l'Assemblée, tout à l'heure, vous êtes en train de dire, à notre niveau, c'est comme tout ce qui se passe là-bas, c'est comme une chambre d'enregistrement. Et parce que vous ne pouvez pas nous dire que à l'Assemblée nationale, on a une opposition forte, il y a une majorité de blocages qui peut bloquer le président Paul Yassingé. Non, ça n'existe pas. Même ce que quand vous parlez en train de Covid aujourd'hui, non, vous n'avez plus même le droit de parler de la Covid parce que le pouvoir que le peuple vous a conféré, vous avez braqué ça au président Paul Yassingé en lui donnant l'ordonnance d'exercer tout ce qu'il veut. Mais est-ce que sur le terrain, comment vous constatez que demain, il faut revoir cette décision que vous avez prise là? Est-ce que vous avez encore donné le pouvoir, cette ordonnance encore à Paul Yassingé de continuer? Merci. Bien, merci, cher ami, pour vos questions. Réponse? Je vais y aller directement. Allez-y. Merci à M. Pelé pour ces questions. D'abord, il demandait si Bâtir aura un candidat pour l'élection présidentielle de 2025. Nous sommes en 2020 aujourd'hui. Je crois qu'il serait vraiment très tôt de se prononcer sur cette question, tant bien même que lorsqu'on crée un parti politique, c'est pour conquérir le pouvoir. Mais cette question n'est pas exclue, parce que nous sommes un parti politique et au moment venu, nous prendrons la décision d'être candidat ou pas. Il dit que tel que les choses se passent,
à l'Assemblée nationale. C'est tout comme si nous sommes dans une chambre d'enregistrement. Il demande est-ce qu'il y a une minorité de blocage. Je viens d'expliquer ça tout à l'heure. À l'Assemblée nationale, il y a le pouvoir et il y a l'opposition. La preuve, il y a un chef de file de l'opposition. Il y a l'UFC, le NET, le PDP, le MRC, il y a OBU qui représentent l'opposition à l'Assemblée nationale. Quand les tests viennent, il y a des fois où certains de ces partis-là s'abstiennent ou votent carrément contre. Et je donne juste pour exemple, lorsqu'on allait modifier la Constitution, le test que le gouvernement a introduit à l'Assemblée nationale, ce n'est pas ce test-là que nous avons voté, parce que nous avons discuté, rediscuté, avant que les choses ne changent. Par exemple, au sujet du mandat. Le gouvernement avait introduit une durée de 7 ans. Mais nous avons refusé à l'Assemblée et nous avons discuté, nous avons ramené ça à 5 ans et renouvelable une seule fois. Donc, il ne faut pas que les gens aient l'impression que tout passe comme une lettre à la poste, comme je venais de le dire. Bon, parlant de la minorité de blocage, aujourd'hui, le parti uni a la majorité à l'Assemblée nationale. À qui la faute? À qui la faute? Ils ont la majorité absolue. Bon, et cette majorité-là qu'ils ont aujourd'hui, c'est suite au travail qu'ils ont fait sur le terrain et au suffrage que les populations leur ont accordé. Donc les choses ne vont pas se donner sur un plateau d'or. Donc c'est une bataille politique, un travail de terrain qui a conduit au résultat que nous avons aujourd'hui à l'Assemblée nationale. La gouvernance par ordonnance, c'est prévu par notre Constitution. Ce n'est pas une chose nouvelle. En situation d'urgence, le gouvernement ne peut pas à tout moment revenir à l'Assemblée pour avoir l'aval de l'Assemblée avant d'aller prendre des tests ou bien prendre des décisions. Donc je crois que c'est pour cette raison-là que nous avons donné cette opportunité-là au gouvernement, opportunité qui n'est que chose prescrite par notre loi fondamentale qu'est la Constitution. Oui, moi je veux juste compléter et dire à notre cher frère M. Pelé que nous sommes en 2020 et la prochaine élection présidentielle a lieu en 2025. De 2020 à 2025, il y a 5 bonnes années. Il faut qu'on arrête de faire du fixisme sur le fauteuil présidentiel. Il faut qu'on arrête de faire du fixisme sur le fauteuil présidentiel et avancer dans nos vies de tous les jours. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Bien, merci. Nous allons avoir le deuxième auditeur qui doit être en ligne après PD. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Pierre. Oui, votre nom? Taoufik. Taoufik, parlez un peu plus fort s'il vous plaît, Taoufik. Ah, ok. Je salue les invités. Bonjour, monsieur Taoufik. Nous n'avons pas tous la chance d'être à l'Assemblée nationale. Nous n'avons pas tous aussi la chance d'être conseillers ou bien des maires. Mais quand vous êtes invité sur les médias, vous êtes à l'aise à nous côté de n'importe quoi. Par exemple, les députés qui sont à l'Assemblée nationale au Togo aujourd'hui, là, ce qu'ils font là, je ne sais pas quel nom donner à ce qu'ils font là-bas. Taoufik. Allô? Oui, concrètement, qu'est-ce qu'ils font, puisque cette question revient de façon récurrente? Voilà. Beaucoup parlent de chambre d'enregistrement et je viens d'avoir même une question devant moi. Allô? 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 Ils donnent un programme. Ils disent, il va faire ceci, il va faire ceci, ils vont augmenter le billet, tout ça là. Quand il part, il n'y a plus de compte. Quand un journaliste dit que cette somme a été tuée, il fait le journaliste qui est appelé. Est-ce que c'est normal? Maintenant,
dans une mairie, est-ce qu'un ministre qui est nommé a le pouvoir, par exemple, si vous prenez votre cas, par exemple, là, on dit le grand marché de Lomé, et la mairie ne peut pas faire certaines choses dans le grand marché. La mairie ne peut pas percevoir les tickets ou bien. Il est au courant. Est-ce que c'est normal? Dans votre mairie là-bas, là, est-ce que vous avez le plein pouvoir de gérer tout ce que vous avez là-bas? Est-ce que le ministre qui est nommé a un pouvoir de dire à un maire et ici, ce n'est pas vous, et c'est eux qui vont gérer? Est-ce que c'est normal? Les maires sont nommés, bien sont élus. Les ministres qui sont nommés là, est-ce qu'ils ont un pouvoir plus que les maires? Expliquez-nous ça aujourd'hui. Bien, merci, on a compris votre réaction, Taoufik, député. Bon, je crois que je l'ai déjà largement dit. Notre Assemblée nationale n'est pas une chambre d'enregistrement. J'invite encore une fois ceux qui peuvent, nos compatriotes qui peuvent venir suivre nos débats pour savoir réellement ce qui se passe à l'Assemblée. Les textes qui viennent sont toujours discutés, il y a toujours des débats et la plupart des tests ou bien certains articles des tests ont été toujours modifiés suite à des débats. Il y a des ministres qui ont été interpellés sur des sujets et on ne va pas dire qu'on est à l'Assemblée, qu'on fait du n'importe quoi. Je crois que ces gens de non, mais en fait, le terme même n'importe quoi, c'est un peu exagéré. Ce qu'il y a, c'est que ce qu'il y a devant moi, j'ai des questions similaires. Et comment est-ce que vous allez finir par convaincre les Togolais que vous êtes là pour eux? Bon, nous allons les convaincre que nous sommes là pour eux. Nous sommes là pour eux, ils le savent déjà. Oui, mais en fait, on n'a pas cette impression-là. La preuve. Non, je venais de le dire tantôt. Aujourd'hui, parce que certains ne trouvent pas ceux-là qu'ils souhaitaient avoir à l'Assemblée nationale. Donc, du coup, tout ce que fait l'Assemblée nationale est balayé du revers de la main. C'est tout le problème. C'est tout le problème. Les gens ne voient pas ce qu'ils ont souhaité voir. C'est tout le problème. Mais on ne va pas faire avec ça tout le temps. Le pays doit avancer. Après PD Taoufik, nous allons insérer le troisième auditeur. Allô, bonjour. Oui. J'ai eu la chance d'entrer en ligne. Je sors de Metz. Voilà. J'attendais le député. Allô? Allô? Oui, j'attendais oui. le député depuis. Oui, vous présentez d'abord. C'est ici. Ok. Je n'ai même pas dit bonjour. Excusez-moi. Oui, allez-y. Voilà. La C14 était dans les rues pour réclamer les réformes depuis des années, dizaines d'années, vingtaine, trentaine, quarantaine d'années. Mais on s'est rendu compte que des gens se sont retrouvés à l'Assemblée et ils ont voté des lois uniques, ils ont tout chamboulé en supprimant les 12 mandats faits par le régime à zéro. Ils l'ont réduit à zéro. Et moi, j'estime que la République est monarchisée ainsi. On nous a ramené le parti unique en bonne et due forme. Ça, c'est un. Deux, vous vous êtes retrouvés à l'Assemblée sans déclarer vos biens et tout le reste. Et vous ne travaillez pas beaucoup parce que vous êtes tout le temps en vacances. On nous dit que les députés sont en vacances et tout le reste. Comment se fait-il? Voilà. Merci beaucoup. Combien de semaines dans l'année? Bien, merci beaucoup, madame. Merci beaucoup à madame Essie, commençant par la réclamation des réformes par la C14 pendant plusieurs années. À notre élection, notre législature a fait les réformes qu'il fallait. Le nombre de mandats a été limité. Nous avons donné les élections à 2 tours. Ça a été réclamé par la C14. Aujourd'hui, c'est chose faite. Quand on parle de compteur à zéro, moi je ne veux pas rentrer dans ce débat-là avec eux.
Mais une chose que je sais, c'est que ce que nous avons fait, si ça a été fait il y a de cela 10 ans, je crois qu'aujourd'hui, on ne serait pas dans la même situation. Donc, notre passage retiendra que nous avons limité le mandat et que nous avons donné les élections à Tichou, ce qui n'existait pas avant. Il a parlé des lois iniques. Moi, je ne le prends. Elle a parlé que nous votons des lois iniques. Nous n'avons pas fait des lois iniques. Toutes les lois que nous votons là-bas, si ce n'est pas vraiment nécessaire pour le pays, nous n'allons pas les voter. Nous n'allons pas les voter. Là, si tu parlais de monarchie. Pas du tout, parce que nous ne sommes pas en monarchie, puisque nous faisons des élections. La preuve, l'élection est ouverte à tout le monde et plusieurs candidats y participent. La preuve, la dernière fois, nous avons eu, je crois, 5 candidats, dont Jean-Pierre Fabre, Aimé Goguet, Olukomi. Ils sont allés sur le terrain, ils ont battu campagne. Il y a des institutions qui ont en charge de l'organisation des élections, qui ont programmé les résultats. Nous ne sommes pas en monarchie, c'est clair, il ne faut pas qu'on confonde les choses. Bien. Nous sommes en démocratie. Mais c'est votre position, c'est une position que vous allez corroborer sans doute. Mais absolument, parce qu'on a une loi qui dirige le pays, et dans notre loi mère, on n'a jamais parlé de monarchie. Même si Monsieur Son Excellence Faure Gnassingbé est venu au pouvoir après le décès de son père, le Togo a des textes qui sont les textes d'une république. Et c'est vrai que la situation togolaise est d'une certaine particularité, mais à un moment donné, comme Fiacre l'a dit tout à l'heure, il y a des choses qui avancent. Qu'est-ce qui avance par exemple? Mais qu'est-ce qui avance par exemple? Depuis des années, comme notre sœur ici disait, que la C14 réclamait la modification de la Constitution, mais ça n'a jamais abouti. Mais la législature qui est là aujourd'hui est arrivée à modifier la Constitution. Pierrot, vous savez, il faut qu'on dise certaines vérités à nos compatriotes. Oui. C'est quoi la vérité? On ne peut pas continuer par s'opposer à des actes ou à des faits tout en étant minoritaire. Quand vous êtes en minorité, il faut aller vers le consensus. Vous voulez avoir tout. Or, vous n'avez pas la force de tout arracher. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut négocier. Il faut chercher l'intérêt supérieur. C'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui. Donc, depuis 30 ans, il n'y a pas eu de négociation. Moi, je pense que les gens n'ont pas été sincères. Les gens n'ont pas été sincères. Ils ont toujours dupé. Ils ont voulu toujours faire écouter ce que le peuple veut écouter. C'est ce langage-là qu'ils ont, ou bien ces comportements-là qu'ils ont toujours servi au peuple. Et aujourd'hui, il faut que ça change. C'est pourquoi nous voulons faire la politique autrement. En réalité, vous avez parlé d'avancer. Mais le fait que nous avons changé aujourd'hui la condition, c'est une avancée notable. non, mais Elle a parlé, Madame Essi a parlé de déclaration des biens. Mais aujourd'hui, la loi organique a été prise. Et le gouvernement a pris un décret la dernière fois pour donner les conditions dans lesquelles ça va se faire. Donc, nous allons inviter nos compatriotes à la patience. À la patience. Aujourd'hui, le test est voté. Nous avons voté le test. C'est nous qui avons voté ce test-là. Mais cette disposition existe depuis. Mais pourquoi la législature passée ne l'avait pas fait? Mais en réalité, moi, ma question aujourd'hui, quand vous évoquez les avancées liées notamment à la limitation du mandat présidentiel, avec l'actualité sous le journal, et on est en train de s'inquiéter. Vous avez limité le mandat présidentiel. Chaque pays. Je finis. On a limité le mandat présidentiel au Togo. C'est fait. Et dans la sous-région, le Togo était le mauvais élève. Mais vu ce qui se passe ailleurs, est-ce que dans 10 ans, ce que vous avez fait aujourd'hui
ne va pas être remise en cause? Je crois que le peuple est souverain. Le peuple de chaque pays est souverain. La loi, le peuple doit veiller à ce que la loi soit respectée. Mais quand vous parlez du peuple, ça aussi c'est un autre débat. C'est quoi le peuple? Le peuple, c'est celui-là qui donne mandat à ses dirigeants. C'est ceux-là qu'on gouverne. C'est ceux qui font le pays. Vous savez très bien que dans nos pays, il y a toujours un débat autour de certaines notions, parce que ce n'est pas seulement ce que le peuple veut, ce n'est pas forcément ce qu'il veut, et qui sont par exemple des urnes, et qui est proclamé comme un résultat. Dans un certain nombre de pays, on parle de vérité des urnes. C'est un débat qui a cours en Côte d'Ivoire, en Guinée, même au Togo. Nous allons quand même nous continuer le débat avec d'autres auditeurs qui sont en ligne. Après, ici, nous allons insérer le quatrième auditeur. Allô? Bonjour. Allô. Oui. Bonjour, c'est Bozambo. Oui, vous êtes en direct, allez-y. Bonjour, notre invité. Bonjour, Monsieur Bozambo. Ok. Pardon, je voulais demander, je n'ai pas vu comment, je n'ai pas vérifié le commentaire, je ne sais pas quel député que nous avons. Ah, il s'appelle Fiakratou, il est député du parti politique Bâtir. Bâtir. Ah, ok. C'est le bienvenu. Merci, monsieur Bozambo. Ok. Et vous, les députés, vous faites mieux, mais on ne voit pas sur le terrain. Au moment de vacances, il faut que vous y allez dans votre village, là où on vous a élu, de faire quelque chose, de nous parler comment vous travaillez à l'Assemblée. J'ai été à la préfecture de Vaud la fois passée avec Alolotou. Donc, ils sont beaucoup en train de faire quelque chose là-bas. Mais les autres députés, par exemple, moi, dans la préfecture de la Vraie, je ne vois pas les députés. Je ne vois pas les députés de la Vraie. Ils ne viennent pas chez nous. Ils ne nous rassemblent pas. Je nous dis quelque chose. Qu'est-ce que nous avons vu? Qu'est-ce que vous voulez qu'on va faire à l'Assemblée? Qu'est-ce qu'on peut aider? Si vous avez des problèmes, venez ici déposer votre papier. On va amener ça à l'Assemblée. On n'attend rien de vous. Mais à vous, je ne sais pas pourquoi les gens de vous, alors le tout là, ils travaillent, construisent les tas, les écoles, approchent les élèves. Ils font tout là-bas. Et vous, les autres députés, à la fois passée, on vous a dit que l'université va passer par la Badia, c'est vous, le bâti qui vous a fait ça. Mais après tout, si vous allez faire un papa pour venir à Badia, vous allez voir que les entrepreneurs que vous avez donné les chantiers, ils n'ont pas fini les chantiers à bonne forme. Ils ont laissé ça comme ça. Donc, si vous avez le temps un jour, il faut venir chez le chef canton de Badia pour sillonner, pour voir ce que le parti a fait. Je ne sais pas quel entrepreneur il avait donné le marché. Un entrepreneur a laissé le marché de travaux infinis comme ça. On a compris, Bozambo. On a compris votre réaction, Bozambo. Nous allons donner la possibilité à notre invité. Il va réagir à ce que vous avez dit. Merci à monsieur Bozambo de nous avoir interpellés. Il a dit qu'il voit certains députés sur le terrain. J'aimerais lui dire que Bâtir est très actif sur le terrain. La preuve, ces dernières semaines, nous avons aussi construit et donné un bâtiment scolaire flambant neuf à une école primaire publique à Clacou, Melonkou, c'est dans la préfecture des Lacs, précisément dans la commune Lac 2. Nous avons construit un bâtiment scolaire là-bas avec une direction, un magasin et plus un bloc sanitaire de 3 cabines. Mais avant cela, nous avons fait des jugements civils aux populations de la commune de Golfe 6 à Baguida, où nous avons remis officiellement 1019 jugements civils aux populations. À côté de ça, il y a plusieurs actes, plusieurs actions que nous avons menées sur le terrain, notamment à Zanguera, où nous avons changé le toit de 2 bâtiments scolaires. Il vient de parler de la voie que nous avons reprofilée à Badja. Nous sommes sur le terrain, les moyens en manquent, mais nous faisons de notre mieux. Il a dit qu'il déplore l'absence de certains députés. Je crois qu'ils sont à l'écoute et
ils feront. Mais je sais que chacun essaie de faire quelque chose forcément dans sa circonscription électorale. Ils n'ont pas abandonné le terrain. Je ne vais pas faire l'avocat d'un député que ce soit, mais je sais que les collègues font du travail sur le terrain. Il y a cette question qui peut être liée à l'intervention de Bozambo, c'est la question de à côté Kakoui. Je vais lire un peu, puisque cette semaine, des débats ont eu lieu, notamment sur les réseaux sociaux, à propos partis politiques de l'opposition qui construisent des bâtiments scolaires à l'image de la couleur du parti. C'est une première au Togo. Lui, il y a eu un débat comme ça. Nous avons vu des bâtiments qui ont été colorés en bleu et blanc. Et pour vous, est-ce que c'est gênant? Bon, vous savez, un parti politique, quand il fait les actions, je pense qu'il a besoin de visibilité aussi. Ne nous cachons pas la face. Mais jusqu'à ce point. Est-ce que la loi l'interdit? Non, mais en fait, la loi ne l'interdit pas. Mais est-ce que jusqu'à ce point? Bon, de toute façon, un bâtiment... Vous avez fait des bâtiments, vous les avez colorés comment? Nous les avons mis à l'effigie de notre... aux couleurs de votre parti. Aux couleurs de notre parti. Couleur de notre parti. Il faut laisser notre visibilité. Cela suppose que nous avons des dizaines de partis politiques au Togo. Si demain, les partis politiques du Togo ont des moyens et chacun veut construire des bâtiments, on aura des différentes couleurs sur le terrain. C'est ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Non, on ne va pas souhaiter, on ne va pas souhaiter que ce soit les partis politiques qui construisent les bâtiments. On a répondu à une urgence, c'est tout. Et c'est l'exécutif. Vous savez que l'urgence, elle est partante au Togo. Mais j'en viens. C'est l'exécutif, dans sa politique, qui doit déployer les moyens pour répondre aux urgences, aux urgences de l'éducation et d'autres urgences. Mais en tant que parti politique, quand nous arrivons dans un milieu et que nous voyons l'urgence de l'urgence, si on agit, on fait quelque chose de positif, oui. Mais je ne pense pas que ça revient aux partis politiques, surtout les territoires, de mettre leur couleur. Non, et nous ne voulons pas, en tant que parti politique, construire des bâtiments sur tout l'étendue du territoire. Et nous n'avons même pas les moyens. Mais justement, sur les moyens, il y a la question de Edem Gabriel, c'est une question qui est laissée sur notre page Facebook. Il parle des moyens, vous les avez trouvés où? C'est le sens de sa question. Mais les moyens sont les moyens de nos donateurs, des bonnes volontés, sensibles aux besoins de nos populations, en personnes publiques, répondent à ces urgences-là. C'est des donations, des moyens, des personnes qui accompagnent le parti. Sur ce point, il faut aussi que nos compatriotes comprennent que les ressources des partis politiques sont constituées des cotisations des militants, des membres, des dons, des legs. Donc, dans tout parti politique, il y a des cotisations. Quand on parti politique au Togo, les cotisations, on sait ce que c'est. Nous venons d'arriver, je parle de bâtir sur la scène politique togolaise. Vous êtes Bâtir est un jeune parti constitué de chefs. Je viens. Constitué de chefs d'entreprise, de directeurs de société, de gens qui travaillent et qui ont compris la vision, le message de bâtir. C'est-à-dire aller autrement. C'est-à-dire aller poser des actes concrets. Ne serait-ce que minime, mais vraiment c'est utile. Vous voyez, des fois, vous pouvez faire quelque chose qui va être vraiment utile aux populations sans dépenser des milliards. Sans dépenser des milliards. C'est noté. Allô? Bonjour. Oui, vous parlez un peu plus fort et puis vous vous présentez. Bonjour, monsieur. Oui, c'est Max. Max? Il appelle de Kégué. Ok. Monsieur Pierrot, je voudrais demander au député qui est sur le passage avec vous, il est élu en tant qu'indépendant. Est-ce qu'aujourd'hui, il est député d'un parti politique à l'Assemblée ou bien il répond toujours au nom d'un indépendant? Aujourd'hui, l'Assemblée nationale entend donner une ordonnance au gouvernement de
gouverner le pays par ordonnance. Et dans ce sillage, on a décrété un coup de feu, au cours duquel il y a eu des bavures, on a connu des faits en vie humaine. Mais ces députés n'ont demandé aucun rapport au gouvernement avant de renouveler encore cette ordonnance. Pourquoi cela? Il y a eu affaire Petrol-Gate. Qu'est-ce que Bati a fait ou qu'est-ce que les députés ont fait dans cette affaire? Pour finir, nous savons que le parti Bati a été créé par une militante du parti unique. Si je mens, ils peuvent me le dire. Et ils parlent de réforme. Je vais le dire clairement. Ils sont en train d'organiser un référendum pour 2029. Je vous remercie. Merci Max. Depuis Kégué, nous avons les réactions de masse, 3 niveaux. Merci. Je commence par la dernière question. Il a demandé, il voulait savoir, bon, il a affirmé que Bâtir a été créé par une militante d'un autre parti. Cela n'est pas du tout vrai. Parce que aujourd'hui, la charte des partis politiques ne permet pas à un seul individu d'appartenir à 2 partis politiques. Donc, ce n'est pas vrai. Il a parlé de gouvernance par ordonnance avec comme retombée les bavures policières où nous n'avons pas réagi. Je crois que une fois encore, nous présentons nos sincères condoléances aux familles éplorées et les gens qui ont été victimes de ces bavures-là. Et donc, le gouvernement a ouvert des enquêtes sur ces sujets-là. Donc, les enquêtes sont en cours. Et pour d'autres, nous avons appris qu'il y a eu des interpellations, des gens qui sont sanctionnés. L'affaire Petrol-Gate, c'est une affaire qui est déjà pendante devant la justice. Donc, nous attendons que les conclusions de ce procès-là soient connues. Donc, pour l'instant, c'est un sujet qui est un peu lourd et nous continuons de le suivre et de faire des enquêtes, de fouiller là-dedans pour maîtriser vraiment ce que c'est que cette affaire, qui sont vraiment les coupables, s'il y a eu des détournements de fonds ou pas. Et dans la même lignée, je crois que le gouvernement a commis une enquête qui est en cours. Je crois qu'il y a eu une première partie des conclusions de l'enquête qui ont été livrées au gouvernement, qui n'est pas encore rendue publique. Donc, nous suivons cette affaire-là de près. Bon, Monsieur Max voudrait savoir si je siège à l'Assemblée nationale en tant que député indépendant ou en tant que député de Bâtir. Alors, nous sommes rentrés à l'Assemblée nationale en tant que député indépendant. Donc, depuis que nous sommes devenus parti politique, je ne siège plus à l'Assemblée comme un député indépendant. Je suis député du parti politique Bâtir. Nous sommes 2 à l'Assemblée nationale, au nom de Bâtir. Sur le Petrol-Gate, au-delà de ce que Ferdinand a révélé, et je rappelle que son journal a été condamné, mais au-delà de ça, on a eu des chiffres dans les journaux, on a eu des pièces à conviction qui ont été publiées. Est-ce que ce n'est pas effroyable de savoir quand même qu'au Togo, il y a certains qui détournent autant ou certains qui se servent autant sur de Togolais? Oui. Vous avez par exemple cette histoire de réunion, de bouteilles de champagne. Est-ce que c'est pas gênant? Je ne sais pas si Oui, dans les révélations. Je sais pas si vous aimez les champagnes. Ben absolument. J'aime les champagnes, mais pas des champagnes sur des Togolais. Voilà. Oui, M. Ferdinand a révélé tout cela. Et bon, maintenant, M. Ferdinand est passé à la justice. Et je pense qu'il a été condamné. Bon, sur l'affaire du Petrol-Gate. En général, maintenant, sur le Togo, sur la gestion de notre pays. Le chef de l'État
Lui-même nous a dit qu'une minorité s'est accaparée des richesses de notre pays. Et je pense que s'il le dit, il le dit sincèrement et profondément. Et il travaille à ce que cela s'améliore, à ce que cela change. Et il va travailler aussi pour que ces passoires-là, et s'il y a dans tous les secteurs économiques du pays, mais ces passoires-là soient fermées. Non, sincèrement, est-ce que vous avez l'impression qu'il travaille pour que ça cesse? Parce que cette affirmation a été faite en 2013, ça fait 7 ans maintenant. Est-ce que vous avez l'impression qu'il travaille sincèrement pour que cela cesse? Moi, je ne peux dire qu'il travaille. Mais c'est parce que si un responsable... Vous avez des signes? Pardon? Vous avez des signes? Aujourd'hui, pour cette affaire-là, exclusivement, le chef de l'État a mis en place une commission. Et je crois que les inspecteurs du Trésor et de Finances qui sont membres de cette commission-là, d'après les échos que moi j'ai eus, ne sont pas allés du dos de la cuillère. Ils ont dit des choses jusqu'à recommander à ce qu'on mette des gens à la disposition de la justice. Ça veut dire qu'il y a eu un travail, ça veut dire que quelqu'un a travaillé. Ça veut dire qu'on a donné des orientations. Donc c'est du travail, je peux dire qu'il a travaillé. C'est vrai que ces chiffres qu'on entend, tout ça, ça frustre. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne va pas rester concentré, on ne va pas être objectif. On suit l'affaire de près. Les documents ou bien les enquêtes se poursuivent jusqu'à présent. On verra ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner. Et quand on dit qu'il y a des gens qui se partagent 1 million à chaque réunion, ou que des gens ils se partagent par exemple les prix de vente des dossiers d'appel d'offres. Ce n'est pas du tout sérieux. Ça gêne. Quand on sait qu'au même moment, à l'hôpital Sylvanus Olympio, il y a un plateau technique qui n'existe pas, et quand on sait qu'ailleurs, il y a des paracétamol ou ne serait-ce que de l'alcool qui manque quelque part, et que des femmes sont en train de mourir en couche. Lorsqu'on écoute des choses comme ça, ça frustre. Donc, c'est le moment, moi, je le dis, on attend ce que l'enquête va donner. On ne va pas tous se jeter là-dedans. Le gouvernement a déjà pris sur lui l'engagement et la responsabilité de faire ce travail-là pour voir clair. Sans doute que ce que vous dites là doit faire rire dans certains milieux, puisque l'histoire des enquêtes au Togo, on sait aussi très souvent ce que, et ça donne, plusieurs enquêtes sont en cours au Togo depuis des années, et on ne sait pas si un jour on saura si ces enquêtes vont aboutir à quelque chose ou pas. Mais il y a quelqu'un qui, lui, dans son pays, à un moment donné, s'est démené à ce que de telles situations ne perdurent. C'est Jerry Rawlings, à un moment donné, et il a dû mettre les pieds dans le plat pour que les Ghanéens soient au pas. Aujourd'hui, on a des résultats politiquement parlant du côté d'Accra. Rawlings, il est mort et sa mémoire continue d'être évoquée un peu partout. Ça a choqué au Togo, sa mort. Est-ce que vous aussi, vous avez été touché par la disparition de ce président? Oui, nous présentons nos condoléances à la famille et au peuple ghanéen pour la disparition de ce grand monsieur qui a marqué le Ghana et qui a marqué, je pense, l'Afrique et le monde aussi. Donc, nous sommes sensibles à sa disparition, mais comme nous avons dit tout à l'heure, une personne naît et est arrivée au soir de sa vie, mais cette personne part. Force est de constater que même au Ghana, il y a des gens qui parlent mal de Rawlings. C'est pour vous dire que il y aura toujours quelqu'un qui dira qu'il n'est pas satisfait de son prochain. Mais dans tout cela, il faut aller à l'essentiel. Rawlings a marqué le Ghana et a jeté certaines bases dont les fruits sont là aujourd'hui. Mais nous saluons sa mémoire. Nous saluons ce grand homme qu'il a été pour le Ghana. Et nous disons aussi que les politiques, un peu partout ailleurs, pas forcément de la manière dont le militaire Rawlings a fonctionné dans les années 80,
Mais aujourd'hui, on peut être intelligent et faire des choses, révolutionner un pays et mettre un pays sur une bonne lumière. Et nous sommes intelligents. Ensemble, comme des Togolais intelligents, arrivons à un consensus qui révolutionne notre pays pour sa prospérité. La mort de Rawlings a beaucoup touché les Ghanéens, mais curieusement, ça a touché aussi fortement les Togolais. Les manifestations sur les réseaux sociaux sont les témoins vivants de ce deuil-là. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Est-ce que les Togolais seraient-ils en quête d'un Rawlings au Togo? Les Togolais en quête d'un Rawlings au Togo, je ne saurais le dire. Chaque peuple a sa réalité, comme je le dis toujours. Et Flavien vient de le dire, aujourd'hui, nous sommes suffisamment intelligents pour savoir le bien et le mal. Nous savons tous ce que veulent nos peuples aujourd'hui. Rawlings a été très actif et a jeté les bases de la démocratie au Ghana. Il a tenu au pouvoir pendant 20 ans. Aujourd'hui, il a laissé des institutions fortes. Ce qui fait le plaisir, la fierté du peuple ghanéen et même de l'Afrique. C'est pourquoi son décès a touché le monde entier. Le Ghana a perdu un grand homme, mais c'est l'Afrique qui a également perdu un grand homme. Au Togo, si on a besoin d'un Rawlings, je le comprends, ce Rawlings-là, en tant que quelqu'un qui va travailler pour assurer le quotidien, remplir le panier de la ménagère, donner des bases fortes sans faire usage des armes à feu, tuer. Ça, on n'en a plus besoin aujourd'hui. Je crois que c'est ce que Flavien voulait dire tout à l'heure, que nous sommes aujourd'hui suffisamment intelligents pour aller autrement, mais jeter de bonnes bases de la démocratie. Dans quelques minutes, nous allons nous séparer, mais non sans avoir parlé de football, parce que cette semaine, les Togolais ils n'ont pas été contents du tout de leur élimination de la prochaine CAN, parce qu'ils ont été battus ici à Lomé. Notre stade, le stade de Kégué, qui était une citadelle imprenable, n'offre plus les mêmes garanties pour les Togolais. Vous avez suivi le match, le résultat, le Togo a été battu par l'Égypte. Est-ce que vous avez été déçu? Vous vous attendiez naturellement à une défaite? Non, moi j'ai été profondément déçu de cette prestation que nos poulains, nos éperviers ont livré tout dernièrement. Mais je crois qu'au-delà de tout ça, là, il faut assainir l'environnement footballistique du Togo. Il y a trop de mythes autour de la fédération, de l'équipe, jusqu'à passant par le choix du sélectionneur. Personne ne connaît le contenu de son contrat. Je crois que ce coach-là ne mérite plus d'être à la tête de notre sélection. Pendant 4 ans, il n'a pas pu construire une équipe type. Alors, il a échoué. Et nous avons déjà perdu, nous avons été déjà éliminés pour la CAN précédente. Voilà, et celle de 2021 à laquelle nous n'allons pas participer également. Il n'a pas construit d'équipe, il n'y a pas eu de politique footballistique au Togo depuis 4 ans qu'il est là. Où sont les écoles de football? Donc, tout le football togolais est à repenser. Et il faut faire aujourd'hui avec les entraîneurs du moment qui comprennent le football d'aujourd'hui. Claude Leroy a utilisé les joueurs comme lui, il le voulait. Je ne peux pas comprendre qu'ils prennent par exemple un photo là-bas qui est le numéro 9, un buteur, qui le place sur l'aile. Des fois, il prend... on a vu même à une CAN, je crois, au Gabon, où il a mis Serge Gapé en défense. Je ne sais pas quel est ce système de jeu. Hein? Et il a renvoyé tous les cadres de l'équipe, il les a mis à la touche. Mais c'est au bout de l'ancienne compte, c'est la nouvelle. Les cadres doivent rester pas tous quand même, mais quelques-uns peuvent toujours rester dans l'équipe pour encadrer
La nouvelle On a génération... compris, vous êtes déçu. Vous êtes déçu aussi. Oui, En déçu. quelques secondes. Oui, déçu. Mais au-delà de la frustration légitime, je pense que le football togolais doit être reconstruit à la base. Le foot à la base doit être travaillé. Il faut faire avec ceux qui sont à la base, en contact avec les enfants et faire naître tout ce potentiel qu'il y a dans ce pays. Notre pays, avec sa taille, rivalisait avec les grands pays comme le Nigeria, le Cameroun, les Ghanéens. Ils avaient peur de nous. Ça veut dire que notre Togo regorge des potentialités. Donc il faut aller les chercher, les faire émerger pour qu'on devienne une nation forte sur le plan du football. Merci beaucoup. Je rappelle que vous représentez le parti politique bâti Johannes Kodjo Flavien Touviave. Vous êtes le secrétaire général de ce parti et conseiller dans Golf 1, Yao Fiakratou. Vous êtes député à l'Assemblée nationale et vous êtes le secrétaire général adjoint. L'émission s'achève. Merci à Romaric Freitas pour la mise en œuvre technique. Je suis Pierrot Atiobé. Le prochain rendez-vous dès 12 et dimanche midi. Au revoir. Merci.